Bonjour, donc je suis Karine Lefeuvre, juriste spécialisée sur le droit des personnes vulnérables et je travaille sur les liens entre les droits de ces personnes, les questions d'éthique et les questions de démocratie en santé, c'est-à-dire l'expression sous toutes ses formes, à la fois la recherche du consentement individuel mais aussi toutes les formes de participation collective au sein des établissements mais aussi plus largement dans la société. Alors, d'abord, c'est un très beau sujet et je regrette vraiment de ne pas être présente parmi vous. C'est un sujet qui m'inspire parce que moi, je travaille depuis très longtemps sur ces questions d'expression des personnes et de consentement sous toutes les coutures, hein, si vous me permettez l'expression, mais aussi des questions de refus de consentement, de recueil, de suivi. Que vaut la parole? Il y a le terme « valoir » dans cette question. Eh bien, peut-être que le premier réflexe, ça serait de dire elle vaut autant que toute autre parole. Il y a la question de la valeur et puis la question du recueil. C'est à quel moment on va aller rechercher cette expression, comment on va le faire. Et sans doute, pour avoir travaillé cette question depuis plusieurs années, ce qui est très marquant, c'est qu'avant on se disait, bon, voilà, avant on se posait peut-être pas la question du tout. Ensuite, on se dit finalement à quel moment on va les informer, ces personnes accompagnées et puis aussi leurs proches. Maintenant, c'est comment on peut faire dès le départ pour les inclure. La notion d'inclusion est très forte là-dessus, au départ d'un projet. Et en fait, moi je répète toujours, je pose toujours la même question, c'est où sont les usagers, quand est-ce que vous les associez? Et dans le cadre de ce colloque, le fait d'avoir réalisé un film où on les met en scène à partir de situations très concrètes, c'est aussi une façon de les faire participer. Alors, qu'est-ce qui fait que la parole est davantage prise en compte? C'est effectivement tout ce mouvement de la démocratie en santé qui s'est construit depuis 20 ans, plus de 20 ans, puisque nous sommes en fin 2024 et bientôt 2025. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que finalement les principes ont été posés de façon assez claire d'ailleurs, dans les deux lois de 2002, à la fois la loi sur le champ sanitaire et sur le champ médico-social, la question de la recherche du consentement, la question du refus de consentement, pour la première fois, c'était posé de façon très claire, et puis tous les textes en fait qui sont parus depuis sont venus réinsister sur cette question de la recherche du consentement, de la participation. Mais dès la Charte des droits et libertés de la personne accueillie, on insistait dans l'article 4 sur le libre choix, le consentement éclairé et la participation, qui a été ensuite repris dans la loi de 2005 sur le champ du handicap. Donc cette notion de participation, elle est plus large et finalement, aujourd'hui, on se dit comment, de façon très concrète, on va pouvoir aller rechercher l'expression sous toutes ses formes. Et d'ailleurs, on l'a travaillé, j'y reviendrai ensuite dans le cadre de l'avis 136 du Comité consultatif national d'éthique, d'aller chercher ces consentements sous des formes les plus diverses, de s'adapter en fait aux personnes avec toutes leurs différences et leurs richesses, ces personnes que vous avez en face de vous. Le droit n'apporte pas de réponse. Le droit n'apporte pas de recette toute faite plutôt, pour être plus précis. C'est-à-dire, et c'est là où l'éthique justement va pouvoir apporter son supplément d'âme, et pas qu'un supplément d'âme, va pouvoir vraiment permettre d'avancer sur ces questions, de se dire que finalement, si on se détache, et c'est ce qu'on dit en fait, c'est ce que le Comité consultatif national d'éthique dans son avis 136 de juillet 2021, vraiment je vous invite à aller le lire, précise, c'est-à-dire qu'on se détache d'une conception un peu binaire du consentement telle qu'elle était prévue dans les textes, c'est oui ou c'est non, pour aller davantage vers un processus évolutif, c'est-à-dire qu'on va prendre son temps pour recueillir ce consentement, et puis ce consentement peut être recueilli sous des formes diverses. Un changement d'attitude, un clignement d'œil, une agressivité, un sourire, voilà, un écrit, un geste sur une image. Plein de petits signes qui font que les professionnels que vous êtes vont pouvoir recueillir, vont pouvoir à plusieurs, en échangeant, essayer de toucher ce que la personne souhaite, les désirs et les préférences.
Alors, qu'est-ce que cela change dans la pratique des professionnels? Peut-être que la première chose à dire, c'est que vous ne partez pas de loin, rien s'en faut. Loin s'en faut, pardon. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui ont été faites déjà dans les établissements et services, de façon parfois informelle, de façon parfois différente, selon les professionnels, selon les personnalités, selon les services, selon les établissements. Et c'est là finalement où le référentiel de la Haute Autorité en Santé est très intéressant d'étudier. Donc il arrive en 2022, vous le savez, il insiste sur la dimension éthique et sur la recherche de la participation. Finalement, qu'est-ce que cela change? Moi, je le résumerai en disant c'est une invitation à vous poser les questions autrement, à pousser la porte d'une pièce que vous avez l'impression peut-être d'avoir déjà bien inspectée, et d'ouvrir une nouvelle porte et de se dire comment on peut aller plus loin. C'est justement ce qu'est en train de faire la Haute Autorité en Santé. Elle travaille, il y a un groupe de travail sur la participation qui est en train d'œuvrer en ce moment pour essayer de se dire concrètement qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour rendre encore plus effectif ce principe qui a été posé, je vous le rappelle, il y a 20 ans. Alors, pourquoi c'est important? Avant, on ne se posait pas la question de l'importance de l'éthique. Et on se la pose beaucoup plus depuis la période de la crise sanitaire. Moi, je dis toujours qu'il y a un avant et un après crise sanitaire. Non pas que l'éthique n'ait pas été questionnée avant. Le Comité consultatif national d'éthique a fêté ses 40 ans. Donc, vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Par contre, ce qui vraiment change, c'est cette impulsion mise en place par la Haute Autorité en Santé, à travers toutes les expériences des établissements, pour essayer d'harmoniser, en tout cas de pousser l'ensemble des établissements et services de ce secteur, avec des publics assez différents, il faut le dire, et des degrés de dépendance assez différents, se dire, voilà, quelle méthode on peut mettre en place, et pas uniquement un one-shot, une formation ou une journée institutionnelle, c'est vraiment comment insuffler une culture de la réflexion éthique, c'est souvent l'expression qui est utilisée, c'est-à-dire, une fois que s'emparer de ce référentiel HAS pour se dire, voilà, on coche la case, mais dans le bon sens du terme, on poursuit l'objectif, et comme on vient d'accueillir les Jeux Olympiques, comment on fait finalement pour raviver cette flamme. Voilà, c'est pas la flamme olympique, c'est la flamme éthique, et l'idée c'est qu'elle perdure dans le temps. Alors, je l'ai lu avec beaucoup d'attention. La première chose, c'est que je trouve la démarche extrêmement intéressante, déjà l'existence d'un comité de réflexion éthique au sein de votre association, et le fait que ce comité prenne la peine de rendre des recommandations et là de rédiger un avis sur une thématique. Alors c'est très intéressant parce que c'est appliqué au sein du secteur médico-social et ça vient finalement en complément, cette question de que vaut la parole des personnes accompagnées, de ce qu'on a pu travailler au niveau national, notamment au sein du Comité consultatif national d'éthique en 2021 avec l'avis 136 du consentement, qui était l'avis 136 du CCNE, c'était sur les enjeux éthiques, l'évolution des enjeux éthiques sur le consentement dans la relation de soins. Et puis un autre avis en 2023, l'avis 142, sur la question du consentement dans le cadre et du respect de la personne dans le cadre des examens touchant à l'extrême intimité. Et finalement, on a vraiment insisté sur le processus évolutif, le fait de recueillir le consentement en plusieurs temps, la relation de confiance à établir entre le professionnel et puis le patient ou le résident, et c'est cette temporalité très importante pour recueillir l'information. Et sur l'extrême intimité, l'importance finalement d'être sensible à la représentation de chacune des deux parties prenantes, parce que c'était un champ où il y avait beaucoup de tensions. Et finalement l'éthique, moi c'est la leçon que j'en ai ressortie, ça permet d'apaiser les choses. Alors pour revenir à votre avis, donc l'intérêt de travailler vraiment dans votre secteur, donc là on passe du niveau national à ce qui est travaillé dans les régions, mais vous touchez l'éthique de terrain avec votre travail au niveau de votre comité, vous faites participer des usagers, ça c'est très important.
vous insistez sur l'expression de ces personnes, mais aussi finalement vous dites mais comment on fait une fois que c'est exprimé et qu'on a été requérir cette expression, comment on fait pour la respecter, autant que faire se peut. Et puis la question des potentialités sur les capacités, alors forcément, moi qui ai travaillé dans le cadre de ma thèse sur les mesures de protection juridique, j'y suis très sensible, aller rechercher ce qui est potentiellement possible et aller au-delà des idées reçues. En fait, c'est un petit peu ça, ouvrir davantage les portes. Donc bravo, bravo, continuez.